Et nous allons débuter par les interventions et la première intervention avec Monsieur Emmanuel Febvre. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler un petit peu de la commission X46D diagnostic des immeubles bâtis, comment elle fait une norme et quels documents nous avons actuellement. Et après moi, je vous présenterai un des fascicules qui vient de sortir sur l'évaluation des états de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Donc déjà la première question c'est qu'est-ce qu'une norme ? Une norme, c'est un cadre de référence qui vise à fournir des lignes directrices, des prescriptions techniques ou qualitatives pour des produits, services ou pratiques au service de l'intérêt général. Une norme, c'est le fruit d'une coproduction consensuelle entre tous les professionnels et utilisateurs de ce produit, de cette technique. La norme, elle est parallèle à la réglementation, elle est en complément de la réglementation, mais ce n'est pas la réglementation. Elle peut être soit en appui d'une réglementation existante, soit traitée d'un sujet dont la réglementation ne parle pas. À l'AFNOR, on a des normes, on a un autre type de documents qui sont les fascicules de documentation, qui complètent une norme et qui viennent préciser certains points. Donc, actuellement, dans la commission X46D, on travaille essentiellement donc, sur les matériaux, enfin l'amiante, le plomb et le radon. La commission X46D, c'est diagnostic dans les immeubles bâtis, donc on ne traite que des immeubles bâtis, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de normes sur les trains, sur les appareils industriels. Les commissions de l'AFNOR sont divisées par thème, et donc on n'empiète pas un petit peu chez nos voisins. Donc certains de nos voisins, entre guillemets les trains, l'industrie, se servent de nos travaux pour faire leurs normes, et vice-versa, nous on va s'appuyer sur ce qui existe déjà dans les autres commissions pour construire notre norme. Donc actuellement, dans la commission, on a 7 normes. On a des normes sur les repérages amiante, plomb, donc aussi bien avant travaux que les crêpes, et le radon. On a une norme sur les examens visuels, dont parlera tout à l'heure Stéphane. On a une norme sur les analyses, enfin on a 2 normes sur les analyses de plomb. Et point de tissu, tac, c'est passé. Et on a également 3 fascicules qui sont en cours, qui sont un fascicule qui concerne la stratégie d'échantillonnage des prélèvements d'air amiante, que vous présentera Patrick tout à l'heure, sur lequel il y a eu un gros travail de fait ces 5 dernières années. Et après, il y a 2 autres fascicules qui concernent la norme 46020, une qui concerne la constitution des ZPSO, c'est un fascicule qui date d'octobre 2020. Et il y en a un autre qui vient de paraître, c'est le dernier né, si je puis dire, c'est l'évaluation de l'état de conservation des MPCA. Je vais justement vous présenter un petit peu les nouveautés, enfin pas les nouveautés vu que c'est une création, mais vous présenter un petit peu ce fascicule. Donc ce fascicule qui vient d'être publié, je ne sais pas si tout le monde en a déjà pris connaissance, il a paru au mois d'août, début août de mémoire. Et il a pour objectif de donner une méthode générale d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Alors, ce fascicule est destiné aux opérateurs de repérage pour tout ce qui est évaluation réglementaire donc des matériaux des listes A et B, mais également on a travaillé sur les autres matériaux des listes A et B, car certes, si réglementairement, il n'y a pas d'obligation réglementaire de faire des évaluations, c'est des évaluations qui sont quand même couramment demandées aux diagnostiqueurs. Donc là, on a estimé à la commission qu'il était judicieux de faire un petit laïus sur ces problèmes-là. Il permet aussi aux donneurs d'ordre, aux exploitants et aux entreprises d'identifier des critères susceptibles de contribuer à la dégradation des MPCA et de définir ainsi des mesures à mettre en œuvre pour éviter que le matériau se dégrade un petit peu plus. Donc ce fascicule, il comporte essentiellement 3 parties. Une première partie qui concerne les matériaux de la liste A. Alors pour cette partie-là, pour les plus anciens d'entre nous, on s'est appuyé sur les circulaires qui datent de 96 et 98 de la DGS qui traitaient les évaluations d'état de conservation. Donc dans ces circulaires, on a repris tout ce qui était définition de qu'est-ce qu'on considère une protection physique
Est-ce qu'elle est étanche ou pas? Donc est-ce que le matériau est complètement séparé de la zone dans laquelle il est? Et après, on donne des critères pour évaluer les différents, la dégradation l'étendue de la dégradation des matériaux. De l'ordre de 20%, on va estimer que c'est encore de la dégradation locale. Et après, des critères pour définir est-ce qu'on est sur des courants d'air forts, faibles ou moyens. Idem pour les chocs. En gros, est-ce qu'on a des chocs mécaniques évidents, type c'est un atelier avec un stockage d'échelle à proximité d'un flocage, on va être en risque fort. Pour les matériaux de la liste B, ce qui a été indiqué dans ce fascicule, c'est que pareil, on définit ce que c'est qu'une protection étanche ou non étanche. Et surtout, il y a un petit trou dans la raquette de la réglementation, c'est qu'on ne sait pas comment traiter les protections non étanches, des matériaux recouverts avec un matériau non étanche, par exemple des dalles de sol qui sont sous un grand tapis ou sous une moquette qui n'est pas collée. Certains estimaient qu'ils n'étaient pas visibles, donc ils n'étaient pas contrôlés. D'autres estimaient au contraire, on pouvait en voir un petit bout, donc il fallait quand même faire l'évaluation d'état de conservation. Donc là, il a été acté, et donc dans le groupe de travail, il y a tous les membres, comme je disais, donc il y a des diagnostiqueurs, il y a aussi les maîtres d'ouvrage, mais il y a également la DGS et la DGT. Et donc il y a eu un consensus pour définir que les matériaux de la liste B qui sont recouverts ont fait leur évaluation sur la partie qui est visible. Certes, on ne représente pas tout, mais au moins on donne une idée de l'état et du risque donc potentiel de ce matériau-là. Également dans la liste B, on a indiqué des indicateurs visuels qui vont nous définir si un matériau est dégradé ou pas. Donc, et la dernière partie de ce fascicule concerne les autres matériaux, donc autres que les listes A et B, qu'on rencontre assez souvent, donc des types d'écoles noires de calorifuge ou de dalles de sol, où là, il a été défini une évaluation d'état de conservation sur 3 niveaux, entre bon état, dégradation locale et mauvais état. Et on donne également, le fascicule donne également des exemples de situations anormales et des pistes de recommandation. En gros, c'est quand même, vous avez un matériau dégradé, voilà ce qu'il faut faire. En général, c'est assez, toujours, enfin, je ne vais pas dire que c'est toujours la même chose, mais c'est d'alerter les occupants, prévenir les entreprises et utiliser des modes opératoires spécifiques. Et pour finir, pour le FDX 46038, on a en annexe des exemples sur l'évaluation d'évolutivité des dégradations et surtout une annexe avec des photos qui reprennent des évaluations d'état de conservation type. Donc on va avoir des dalles de sol dégradées, pas dégradées, des plaques de fibrociment, etc., etc. Je passe maintenant à la norme radon. Alors je serai beaucoup moins long, rassurez-vous, que pour les évaluations d'état de conservation. Donc la norme radon, c'est un travail en cours. C'est une norme, on est en train de mettre à jour la norme qui date de 2011, qui était essentiellement faite au départ pour une expertise technique, donc qui était assez proche de la réglementation. Et comme je vous disais, la réglementation et la norme, c'est deux choses qui sont en parallèle. Donc là, le but du travail, qui est dirigé par Thierry Marchand, je ne sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui, c'est de se limiter à la partie diagnostic et de décorréler toute la partie expertise. Donc cette norme, on l'a commencé fin 2022 et on espère une publication courant 2025. Et en toute dernière intervention, encore plus rapide, les normes, elles ont une durée de vie. C'est qu'on régulièrement, on se pose la question de savoir si elles doivent évoluer, si elles doivent évoluer ou pas. Alors, ce n'est pas quelqu'un de l'AFNOR qui décide un matin en se levant, tiens, la 46031, elle est vieille, donc on va la modifier. Non, il y a des enquêtes qui sont faites, il y a des enquêtes publiques, il y a des questionnaires qui sont régulièrement avancés. Et là, les normes qui étaient en question courant 2023, c'était la norme 46031 et 46032 qui sont sur les analyses plomb. Alors, je vais vous donner une exclusivité parce que la consultation avait lieu jusqu'à fin août, donc on a eu les premiers résultats et a priori, il y a une large majorité pour les conserver telles qu'elles sont actuellement. Il y a quelques remarques peut-être sur les protocoles. Donc une décision sera prise pour l'évolution. Là, c'est pareil, c'est pas le président que je suis ou les responsables, les animateurs de groupes de travail qui décident ou pas de modifier la norme. Une décision sera prise en plénière pour voir comment on évolue la norme et si on la retravaille complètement ou très ponctuellement, comme va pouvoir vous expliquer tout à l'heure Stéphane sur la 46020. J'en ai terminé, je passe donc la parole à Patrick, qui a beaucoup travaillé sur la
sur le fascicule. Et donc je l'en remercie pour tout le travail qu'il s'est donné. Merci beaucoup Emmanuel. On va maintenant laisser la parole à monsieur Patrick Bontemps. Merci. Oui, donc moi je vais vous parler d'un fascicule un peu spécifique. Alors, tu as parlé des matériaux dégradés, amiantés dégradés. Alors, une fois qu'on a trouvé de l'amiante dans les matériaux, il faut savoir si derrière on en respire. Donc, à ce niveau-là, on va établir des stratégies d'échantillonnage selon une norme qui est une norme internationale, qui est l'ISO 16000-7. Et en France, on a été obligé, pour adapter cette norme-là à la réglementation française, de faire un fascicule documentaire qui était jusqu'à là un guide d'application, qui était le GAX 46033. Et il y a 5 ans, maintenant, ça commence à faire un petit peu, on s'est dit, tiens, on va le remodifier parce que justement, il y avait besoin de l'étoffer. Alors, les objectifs, je dirais, c'était de recentrer d'abord la communication entre les besoins de chacun, c'est-à-dire que l'entrepreneur principal, c'est-à-dire que celui qui va faire la stratégie des prélèvements, le laboratoire d'analyse qui lui a besoin aussi de données pour réaliser la plus belle analyse qui soit, et surtout le commanditaire des mesures, parce qu'à un moment donné, si on fait des mesures, c'est pas pour se faire plaisir, c'est aussi parce que ça doit servir à quelque chose. Donc bien cibler les besoins aussi du commanditaire, et en amont lorsqu'il nous donne un peu les objectifs, et in fine lorsque on lui rend le rapport final. La deuxième chose, c'était aussi au niveau des chantiers. Lors des travaux, que ce soit en sous-section 3 ou sous-section 4, c'est-à-dire soit de retrait d'amiante, traitement d'amiante, soit où on va ponctuellement toucher un matériau amianté, c'était d'essayer d'uniformiser ces stratégies. On s'était aperçu qu'entre le laboratoire A et le laboratoire B, l'appréhension stratégie d'échantillonnage n'était pas tout à fait la même, et ce qui fait qu'on pouvait avoir des rapports de 1 à 10 au niveau du nombre de prélèvements et donc du coût. Et on se posait la question, est-ce que c'était bien ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il n'y avait pas un juste milieu? Et le troisième objectif qu'on avait initialement, c'était d'étoffer aussi toute la partie stratégie en air extérieur, puisque ça devient un gros sujet, notamment avec le décret de 2017 et tous les sous-domaines qu'on peut avoir, notamment les enrobés bitumineux, tout ce qui est aussi roches, etc. Donc il fallait qu'on appuie un peu plus là-dessus pour essayer de mieux faire comprendre comment établir une stratégie d'échantillonnage en extérieur avec des conditions météorologiques qui ne sont pas forcément toujours très adaptées pour faire ce travail-là. On a travaillé pendant 4 ans et demi, ça représente à peu près, alors 4 ans et demi, ça représente une 60aine à peu près de réunions, donc en distanciel avec le Covid, en présentiel avant, après aussi, on a réussi à revenir en présentiel, c'était plus sympathique. Et avec, je dirais, tous les acteurs de la filière d'amiante. C'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce document est tellement important que tout le monde a bien voulu y participer, apporter sa pierre à l'édifice. À la fin, on a été obligé de tout chambouler pour coller aux objectifs initiaux. Et on se retrouve avec 4 grands types de stratégies d'échantillonnage. Les stratégies dites d'espace, où là on va retrouver toutes les mesures statiques faites avant les travaux et après les travaux. Une stratégie d'échantillonnage d'interface, où là on va retrouver toutes les mesures statiques qui sont faites en environnemental lors de travaux sur l'amiante. Une stratégie d'échantillonnage pour opérateurs qui était déjà assez connue, puisqu'en fait on était sur une autre norme qui était la X43 269, mais qu'on a expliqué un petit peu plus les besoins, on a éclairé un peu, je dirais un peu les lanternes de certains par rapport à ça, et ce qui faisait pleinement partie de l'objectif, et stratégie d'échantillonnage en air ambiant, c'est-à-dire en air extérieur. On a un guide aujourd'hui, j'ai failli dire une norme parce que c'est presque une norme quasiment qu'on a faite, qui est beaucoup plus basée sur l'analyse du risque. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est arrêter de prélever, d'aller voir des endroits où on savait déjà, grosso modo, qu'on n'allait rien avoir, qu'il n'y avait pas de risque, qu'on allait avoir, ou très peu en tout cas, et mettre les moyens financiers au juste endroit, c'est-à-dire là où vraiment il y a un potentiel de risque, où on peut avoir des gens qui s'exposent.
Et on a adapté donc les mesurages en air extérieur aussi, donc la nouvelle réglementation, c'est-à-dire qu'autour des bâtiments, ça c'est classique, mais aussi tout ce qui est autour des voies, des réseaux divers, hein, et autour des terrains naturels, puisque l'amiante, c'est un minéral, donc c'est totalement naturel, ça n'a pas été fabriqué par l'homme. Ensuite, on a aussi calé dans le cadre de la communication la responsabilité du commanditaire dans le périmètre d'investigation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à avant où on disait voilà, j'ai un chantier, venez faire ma stratégie d'échantillonnage. Aujourd'hui, non, on ne va plus me dire ça. On va me dire j'ai un chantier, voilà le périmètre d'investigation, voilà l'objectif que je veux dans ce périmètre d'investigation. Et de cette façon-là, tous les laboratoires vont travailler sur la même base de départ, bien cadrée par le donneur d'ordre, par le commanditaire, et élaborer la stratégie la plus juste possible. Mais au moins, ça va éviter des différences entre les laboratoires, simplement parce que le périmètre d'investigation a été donné par le laboratoire. Ensuite, on a donc la zone similaire d'échantillonnage, qui est la zone homogène aujourd'hui, qui maintenant est adaptée au type de stratégie, ce qui n'était pas le cas avant, c'était une définition générale. On a aussi mieux défini les locaux et limité du coup le regroupement des locaux. Et on a également estimé que le risque, par exemple, sur une matrice, alors par exemple un fibrociment, qui soit en faux plafond, qui soit en cloison, qui soit, je dirais, en conduite d'eau pluviale ou de vue d'ordure, en fait, le fibrociment, quand il se dégrade de la même façon. Donc, il n'y a aucune raison de séparer, je dirais, stratégie d'échantillonnage parce qu'on a deux types de matériaux, mais une même matrice. Donc, ça permet aussi de diminuer le coût par rapport à ça. Et pour certaines mesures, comme les états initiaux, par exemple, on a aussi augmenté la surface. Jusqu'à présent, on ne mettait pas plus d'un prélèvement quand on avait moins de 10 mètres carrés sur certains objectifs. Maintenant, on passe à 25 mètres carrés, ce qui est un peu plus logique aussi par rapport à l'estimation du risque. Je vais passer, j'en ai fini. Je vais passer. Merci beaucoup Patrick. On va maintenant enchaîner avec Monsieur Stéphane Ressent, fondateur et directeur de Demoldiag. Bonjour à tous. Je vais vous parler de la 46020 dont on connaît l'existence depuis quelques années. Et comme l'a évoqué Emmanuel tout à l'heure, la commission a décidé effectivement d'effectuer une révision qui n'est pas vraiment une révision, ça sera plutôt de l'ordre du lifting, qui porte sur certains points. Donc je vais revenir sur ces éléments qui vont évoluer et sur ces modalités de révision. En première étape, et en deuxième étape, je ferai un petit point assez rapide sur les évolutions qui viennent être apportées à la 46020, puisqu'on s'est rendu compte à l'usage qu'il y avait un petit point technique qui posait difficulté dans l'application sur le terrain. Donc sur la partie 46020, donc c'était en novembre 2022 que la commission, donc de façon consensuelle, a décidé d'apporter des modifications sur la version en vigueur. Les axes d'amélioration qui ont été identifiés en fait portent sur les ZPSO, sur les sondages et les prélèvements, sur la problématique de l'estimation des quantités qui a effectivement été initiée par l'arrêté du 16 juillet 2019, donc le Code du travail, et qui n'était pas pris en compte dans la version existante. Sur les conclusions en lien notamment avec la notion de rapport et de pré-rapport, puisqu'il y a des évolutions qui ont d'ailleurs été déjà actées sur les réunions qui ont eu lieu, mais je ne rentrerai pas dans le détail, ça sera pour un petit peu plus tard. Et ensuite, quelques petites modifications sur l'annexe A qui définit donc la liste des MPCA qui sont à rechercher dans le cadre des missions de repérage amiante avant travaux ou avant démolition. Mais ça, je laisse le soin à Thomas Collin de parler demain sur cette problématique d'articulation entre travaux et démolition. La difficulté qu'on a sur cette révision en fait, de la 46020, donc d'août 2017, c'est qu'en fait elle interagit dans un écosystème. Et cet écosystème, c'est quoi? C'est effectivement une réglementation, Code du travail, donc arrêté du 16 juillet 2019, Code de la santé publique, donc décret du 3 juin 2011 et tous les arrêtés qui ont suivi et qui viennent compléter ce décret. Ensuite, on a effectivement un FDX dont a parlé Emmanuel, le fascicule de documentation donc, sur la problématique des stratégies de ZPSO notamment. Et ensuite, on a aussi des interférences avec d'autres normes, la 4600 et la 102, qui ont été inspirées ou qui sont inspirées plutôt de la 46020. Et donc effectivement, on doit, dans le cadre de la feuille de route et des modifications qu'on veut apporter, tenir compte de cet écosystème parce qu'il n'est évidemment pas possible dans les travaux de normalisation, dans la norme
qui est en cours de révision, de venir contredire des éléments réglementaires ou des éléments qui auraient été abordés dans d'autres normes. Donc effectivement, le travail est assez fastidieux et assez fin et on ne peut pas faire n'importe quoi. Au niveau des travaux qui ont été réalisés, donc les travaux la feuille de route a été élaborée en mars 2023. On a déjà eu 3 réunions de travail qui ont été faites sur le mois de mai et juin. On a 4 réunions qui sont programmées donc d'ici à fin décembre. On va programmer d'autres réunions donc en fonction des disponibilités des uns et des autres donc sur les 3 premiers on va dire trimestres de l'année 2024. On envisage une enquête commission en septembre 2024 avec une enquête publique donc, qui suivra puisque c'est le processus de normalisation qui doit être respecté, qui se tiendra donc au dernier trimestre, possiblement au dernier trimestre 2024. Un dépouillement de l'enquête publique puisqu'il y a toujours une phase de dépouillement qui suit donc cette enquête publique qui se ferait donc début 2025 avec une publication dans les 3-4 mois suivants. Voilà. Ça c'est un planning et en fait le planning pourra varier en fonction de la vitesse à laquelle on arrive à réviser ces éléments. Sur la partie examen visuel, ça va être relativement rapide. Sur la partie examen visuel est apparue dans les phases de mise en œuvre en fait une problématique et on s'est rendu compte en fait qu'il était difficile ou qu'il pouvait y avoir plusieurs cheminements quand on voulait conclure à conforme avec remarque. Donc je ne replante pas le décor de l'examen visuel, donc c'est la mission qui s'intègre dans le cadre du processus de restitution des chantiers suite à un désamiantage et donc examen visuel qui est réalisé par un opérateur certifié. Donc suite à ce constat, en fait, on a proposé une révision de cette norme qui était pourtant pas très vieille, qui date de 2021, mais c'était vraiment pour combler un manque. Ce manque, je vais essayer de faire court, il était en lien avec la difficulté de pouvoir conclure, notamment à la notion de conforme avec remarque. Puisque si on regarde le tableau qui est en bas, donc le tableau 5 qui correspond aux critères de conformité, on a une colonne conforme et une colonne non conforme. Et effectivement, la notion de conforme avec remarque n'existait pas et posait des soucis. Et on s'est rendu compte que les uns ou les autres avaient différents biais pour arriver à cette problématique de conclusion. Et donc c'est en ça qu'on a souhaité apporter des modifications sur la version existante. Modifications en fait qui ont consisté à la création, c'est global parce qu'il y a eu quand même des impacts importants sur le contenu de la norme, mais les principales évolutions, elles résident dans la création de cette colonne conforme avec remarque et la création d'un constat 6, donc présence de résidus libres de MPCA, de façon ponctuelle et non répétitive, ce qui correspond donc à l'objet et à la définition de ce qu'est une remarque en préambule de la norme. Une fois qu'on a fait ça sur la partie retrait, on s'est rendu compte finalement qu'on pouvait appliquer la même chose à la notion d'encapsulage. Et donc, de la même manière, on a modifié finalement la problématique de l'examen visuel sur la notion encapsulage, en ajoutant également une colonne conforme avec remarque et en créant un constat neuf, présence de résidus libres de MPCA ou défaut d'application du procédé d'encapsulage de façon ponctuelle et non répétitive. Voilà. Donc cette norme est en cours on est en enquête commission de mémoire qui sera suivie d'une enquête publique. L'enquête commission vient d'être clôturée. L'enquête publique va démarrer dans les prochains jours. Donc le temps de l'enquête publique, je crois que c'est 1 mois et demi. À l'issue de l'enquête publique, il y aura un dépouillement qui aura pour objectif d'analyser les retours faits par les uns ou les autres et d'entériner la version définitive de cette norme modifiée. Merci beaucoup Stéphane. Nous allons passer à la 4e intervention de ce groupe de travail avec monsieur Dominique Piton, président chez la Bossert, spécialiste en accréditation COFRAC. Bonjour à tous. Alors pour ma part, je vais vous parler d'une commission qui a été nouvellement créée concernant le diagnostic PEMD. Alors juste avant, je voudrais juste expliquer le pourquoi j'ai intégré le groupe de travail. Historiquement, la Bossert a permis la reconnaissance du métier de diagnostiqueur PEMD, donc il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans et demi. Et on a notamment pu déposer le premier titre professionnel de diagnostiqueur PEMD. Et donc je trouvais légitime de pouvoir participer au groupe de travail et donc d'en être co-animateur avec un de notre confrère qui n'est pas là aujourd'hui.
Alors, j'ai été un petit peu plus sobre que mes collègues, vous allez le voir. Alors déjà, c'est, comme je vous disais, un GT qui a été créé en janvier 2023, donc au niveau de la commission 46D, comme on disait tout à l'heure, dont le président est Emmanuel, que vous avez vu, et qui est suivi par Maria José González, qui est au milieu de la salle, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Alors c'est une commission qui comporte 45 participants, donc on va retrouver dans cette commission des diagnostiqueurs, des syndicats et des fédérations, des bureaux de contrôle, des concepteurs de logiciels, des organismes de formation, comme la Bossert par exemple, des éco-organismes dernièrement, et notamment des entreprises qui font de l'AMO, donc toujours sur le domaine de l'économie circulaire. On a le même rythme que exposait Stéphane tout à l'heure, à savoir qu'on se réunit une fois par mois en moyenne. Donc on a un rythme de 2 séances en distanciel, 1 séance en présentiel. La prochaine commission d'ailleurs est jeudi, dans les locaux de l'AFNOR directement. Et ce GT, il a été créé dans le but de rédiger une norme pour définir les modalités de réalisation du diagnostic PEMD et la documentation nécessaire pour la réalisation de la mission. En effet, il y a une réglementation qui est relativement récente. On a vu la parution des décrets 821, 822, puis 872, et dernièrement les arrêtés au mois de juin, qui ont permis de poser un certain cadre réglementaire, mais pas clairement de méthodologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce métier naissant manque de cadre, de référence pour pouvoir appliquer correctement les exigences réglementaires. Donc c'est dans ce sens-là que le GT a été créé pour pouvoir apporter une norme qui va définir une méthodologie pour réaliser ce diagnostic PEMD. Donc cette norme de diagnostic PEMD, alors elle a un nom officiel qui est en cours de validation, mais dans tous les cas elle s'appellera la XPX 46039. Voilà. Elle est destinée aux diagnostiqueurs PEMD, aux bureaux d'études, qui vont également en avoir besoin pour l'avancée du chantier, aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage et aux éco-organismes notamment. On a une publication qui est prévue pour 2025, donc on fait en sorte de pouvoir tenir le calendrier, à savoir que c'est une norme qui demande énormément de travail. Donc pour l'instant, l'objectif est une publication en 2025. Donc on la rédige exactement de la même manière que ce que vous avez pu entendre sur l'intervention de mes 3 collègues. On va procéder par consensus. Vous avez vu, on est 45 acteurs dans la commission. L'idée n'est pas de prendre un leadership, mais plutôt d'écouter ce que chacun a à dire et de trouver justement la bonne voie et les bons mots pour que ce soit quelque chose qui permette l'adhésion de tous. D'accord ? Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, on va s'appuyer sur les exigences réglementaires, notamment les décrets et les arrêtés. Tout ça, ça a pour objectif de définir les modalités d'intervention et le cadre d'émission du diagnostic PEMD, c'est-à-dire savoir ce que l'on a le droit de faire et comment, et définir une méthodologie commune, c'est ce que je vous disais, le principe d'uniformisation, d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus analysable, plus exploitable, notamment par les AMO. Et donc c'est l'objectif de cette norme. Alors on a un périmètre qui est particulier, qui correspond parfaitement aux commissions de la 46D, qui est strictement les immeubles bâtis. C'est-à-dire que ça exclut automatiquement tout ce qui est immeubles non bâtis, les ouvrages d'art, les installations industrielles, les navires, donc qu'ils soient militaires, marchands, tout ce qui est aéronef, tout ce qui est véhicules ferroviaires et terrestres. Ça, c'est une définition que l'on trouve dans plusieurs normes à partir du moment où on parle des immeubles bâtis. Ça a son importance. Ça ne veut pas dire que le diagnostic PEMD n'est pas applicable. Ça veut dire que dans le cadre de cette norme, on ne parle que de l'immeuble bâti. D'accord ? Et puis, ça ne couvre pas non plus les missions d'AMO ou de MOE pour le réemploi ou la gestion des déchets. On est stricto sensu sur la réalisation du diagnostic, de sa préparation jusqu'à la livraison du rapport. On en est actuellement à la 5e étape du diagnostic, c'est-à-dire qu'on a établi un phasage, on s'est mis d'accord, là aussi, sur le principe d'un consensus, sur un certain phasage du déroulement du diagnostic PEMD qui va de la prévisite jusqu'à la mise à jour du rapport. Aujourd'hui, on en est à l'étape 5, on est sur une rédaction d'une nouvelle norme
Donc c'est des éléments qui sont amenés à évoluer avec le temps. C'est-à-dire que quand on va avoir terminé peut-être la rédaction des 9 étapes, peut-être qu'on va revenir sur l'étape numéro 2 parce qu'il y aura eu une discussion sur tel ou tel point, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui est encore assez récent, assez neuf, et on s'attache justement à avoir quelque chose qui soit sur le principe, toujours, je suis désolé, je me répète, mais d'un consensus. Voilà, je vous avais dit, j'avais été un petit peu plus concis, un petit peu plus clair. Merci beaucoup. Merci Dominique. Alors, ce groupe de travail, j'ai bien entendu, hein, vous l'avez annoncé à plusieurs reprises, je vous entends dire consensus. On a parlé effectivement que ce groupe de travail est de 45. Est-ce que ça reste à 45 ? Est-ce que, je sais qu'il y a le président qui est là, vous allez peut-être interagir ensemble. Est-ce que ce groupe peut s'agrandir ? Et si ce groupe s'agrandit, est-ce qu'on aura toujours cette possibilité d'avoir ce consensus ? Parce qu'il faut essayer de trouver en fait presque une voie universelle. Alors, dans la commission, on est plus de 45. Je crois qu'on est autour de 90, 100. Je ne sais pas si Maria, enfin, à peu près là. Et après, c'est dans chaque groupe de travail, parce que pour chaque norme, il y en a qui sont plus spécialisés en amiante, en prélèvement d'air, en PEMD, en plomb. Donc tout le monde ne participe pas au groupe de travail. Le but, c'est d'avoir un groupe de travail qui soit représentatif. Donc effectivement, pour l'instant, dans le groupe PEMD, on a environ une quarantaine. Tout le monde ne peut pas venir à chaque fois. En fait, on est ouvert à tous. La seule limite qu'on se donne, c'est que par entreprise, on ne peut avoir qu'un seul représentant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 10 personnes de Manixi qui va venir pour un petit peu surreprésenter un avis. Non, ça, c'est la seule limite qu'on se donne. Après, le but, c'est vraiment d'ouvrir au maximum de personnes et d'avoir de nouveaux acteurs, parce que chacun vient avec ses propres idées. Même en tant que diagnostiqueur, même s'il y a 5 diagnostiqueurs dans la salle, on a chacun notre histoire, on a chacun notre type d'entreprise, notre vécu, et donc on a vraiment chaque chose à dire, et on arrive toujours au consensus. Des fois, c'est pas simple. Il y a la norme plomb avant travaux qui est parue il y a un peu plus d'1 an. Elle a duré presque 10 ans. Il y a eu 10 ans de travail. Et je peux vous assurer que j'étais président au moment de l'enquête commission où on l'a dépouillée. Et il y a eu des discussions assez, pas vives, animées, mais toujours courtoises. Et on a réussi à trouver un consensus. Donc oui, le but, c'est de trouver un consensus. Est-ce qu'avec ce groupe de travail, on a des régions ? Parce qu'effectivement, des structures ont peut-être des difficultés différentes en fonction si vous êtes au nord de la France, au sud de la France. Je ne sais pas qui, Stéphane ou Patrick, qui souhaite intervenir. Bon, les Bordelais sont en train de monter en force à Paris, donc ça c'est très bien, ça change un peu. Vu qu'il n'y a pas de décentralisation, on investit la région parisienne. Non, il n'y a pas de région. En fait, la représentativité, elle est assez large. Il y a des petites entreprises qui sont représentées, il y a des plus grosses. C'est le cas notamment sur la 46020. Je pense qu'effectivement, c'est intéressant. On arrive toujours à trouver du consensus, même si c'est quand même parfois compliqué. Heureusement, il y a des règles qu'on peut rappeler régulièrement, et c'est justement le rôle de l'animateur que de rappeler des règles de fonctionnement, parce qu'on ne peut pas débarquer alors qu'un sujet a été traité 6 mois après en disant « Ah oui, mais je voudrais que ce soit comme ça ». Donc voilà, mais les règles aujourd'hui, tout le monde les maîtrise à peu près. La plupart d'entre nous, je pense, les respectent. Donc voilà, c'était pour revenir sur le consensus et pour la représentativité. Donc effectivement, c'est ouvert à tout le monde, et il y a des petits, il y a des gros, il y a du sud-ouest, il y a du sud-est, il y a du nord. Donc je pense que c'est relativement large en termes de représentativité. Patrick ? Oui, on est toujours le nord ou le sud de quelqu'un. Mais non, je dirais qu'effectivement, il y a le consensus qui est pris au moment de la rédaction en fait, de la norme, du fascicule. Il y a aussi, ce qui est très important, c'est les enquêtes. C'est-à-dire qu'au moment de l'enquête, même si vous n'avez pas participé à l'élaboration du texte, vous pouvez dire bah, tiens, il y a ce sujet-là où moi je ne suis pas bien d'accord, etc. etc. Et on en rediscute, c'est-à-dire de façon posée, alors, animée parfois certes, mais on arrive toujours à trouver une solution derrière qui fait que ça s'inscrit dans le cadre. Et puis on est sur un sujet quand même qui est un sujet sanitaire, donc ce qui prime avant tout, c'est quand même l'aspect exposition des personnes, l'aspect sanitaire. Donc le consensus, il vient souvent à ce niveau-là aussi, quoi. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, Guillaume ?
Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Oui, allez-y. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Je voulais juste préciser par rapport à la constitution des groupes de travail, c'est que, comme disait Emmanuel, il n'y a pas de limite. Par exemple, nous, dernièrement, on a accueilli un éco-organisme dans notre groupe de travail. On est d'ailleurs, j'en profite en même temps, je vais faciliter le travail de Maria, on attend d'ailleurs toujours qu'il y ait un maître d'œuvre qui veuille bien nous rejoindre dans cette commission pour qu'on ait vraiment un panel complet, le plus représentatif possible, pour que, parce que l'objectif quand même d'une norme, c'est que on puisse faire adhérer un maximum de personnes à cette norme et qu'elle soit plus facilement applicable. C'est d'ailleurs tout le but d'élargir le groupe de travail à l'ensemble des acteurs d'une norme, c'est justement pour que chacun soit impliqué et chacun puisse faire entendre sa voix par rapport à des dispositions qui pourraient être écrites. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Merci Dominique. Oui, Emmanuel. Juste une dernière petite précision, c'est qu'effectivement, donc on a différents groupes de travail, mais on se réunit en commission 2 fois par an, et donc tous les membres de la commission sont invités, chaque groupe de travail présente ses avancements, et à ce moment-là, il y a régulièrement s'il y a des questions qui n'ont pas pu être tranchées en groupe de travail, on demande l'avis à toute la commission. Merci Emmanuel, Patrick, Stéphane et Dominique. Alors maintenant, le micro est de votre côté. Je voulais savoir s'il y avait des questions auprès de nos intervenants. Et si c'était le cas, je serais intéressé pour que vous leviez la main et que je vienne vers vous. Je regarde. Oui. Alors, je vais vous inviter à annoncer votre nom, prénom, la structure que vous représentez, s'il vous plaît. Et si la question est auprès des 4 ou une personne en particulier. Oui, bonjour. Carole Pratt, je suis la référente technique amiante de Prémisse. J'avais une question qui concerne la FDX 46033. Quel est le positionnement en termes d'application? On attendait un petit peu la question. Alors, on est sur un fascicule documentaire. Qui n'est appelé que dans un arrêté au niveau réglementaire et qui n'est pas, je dirais, de façon obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, il est réputé satisfaire. Ce qui fait que tous les laboratoires derrière sont accrédités, alors je parle un petit peu technique, ils sont tous sur ce fascicule documentaire, enfin sur l'ancien fascicule de GAX 46033 en portée flexible de type 1. En Flex 1. Ce qui fait qu'on a les laboratoires qui, au fur et à mesure, doivent réviser leur portée et s'adapter aux nouveaux textes. Alors pour ça, ils ont toute latitude. Il y en a qui vont peut-être mettre 3 mois, il y en a qui vont mettre 6 mois, il y en a peut-être qui vont mettre 12 mois. Aujourd'hui, réglementairement, il n'y a pas d'urgence, on va dire. Il n'y a pas de date imposée. Maintenant, du côté du COFRAC, je regarde Noémie qui est là-bas, on commence à parler en se disant que grosso modo, ce qui serait bien, c'est que dès ce mois de septembre, qu'au moins tous les laboratoires aient mis en place un plan d'action de transition et qu'à partir du 1er janvier 2024, que tous les laboratoires appliquent le nouveau fascicule documentaire. Voilà à peu près les dates, peut-être à 1 mois ou 2 près, mais voilà ce qu'on a en termes de timing. Je pense que ce qui est raisonnable, c'est que le fascicule est sorti quand même au mois de mars. Alors, il y a eu une version corrigée, mais peu de choses, qui est sortie au mois d'août. D'ailleurs, j'invite à tous ceux qui avaient acheté la version du mois de mars à demander à AFNOR la version corrigée. Voilà. Pour être bien, avoir le bon fascicule. Et derrière, je dirais en général, on met un délai de 6 mois pour appliquer un nouveau texte. Donc, vous voyez, en septembre, c'était pas idiot. On donne un petit peu plus de temps parce que le fascicule, il a quand même triplé de volume. Donc, il est un petit peu plus difficile à appréhender, mais rien qui soit impossible. Je dirais, au bout de 9 mois, on peut admettre qu'il soit applicable, quoi. Merci beaucoup, Patrick. Y a-t-il une autre question? Si c'est le cas, je vous invite à lever le bras, la main. A priori, non. Eh bien, écoutez, on va pouvoir vous applaudir Monsieur Emmanuel Fèvre, Monsieur Patrick Bontemps, Monsieur Stéphane Ressant et Monsieur Dominique Piton. Merci, messieurs, pour votre groupe de travail. Ainsi se termine cette 2e conférence. Et nous, on va vous donner rendez-vous à la 3e conférence cet après-midi. On donnera quelques informations. N'oubliez